titre est très stimulant parce que on ne pourrait pas mourir si auparavant on n'était pas vivant. Donc les deux sont associés et ce qui est associé aussi, c'est la vie et la souffrance. Pourrait-on vivre sans souffrance? Alors je propose de distinguer la douleur et la souffrance. La douleur, elle est supportée par les voies de la douleur, c'est-à-dire que c'est de l'anatomie, de la physiologie, de la transmission synaptique, et on partage ça avec beaucoup de mammifères et une grande partie du monde vivant, puisqu'on dit même que les plantes souffrent, et on dit même que le sol peut aussi souffrir. Mais je crois qu'il faut distinguer douleur, qui est un socle neurologique, et souffrance, qui est particulièrement développée quand on a une corticalisation, c'est-à-dire quand on peut développer un système nerveux qui nous permet de se soumettre à la pression de l'autre, des relations et du milieu. Je crois qu'on peut faire cette distinction parce que souffrance, ça vient de subféro, supporter. Je supporte plus ou moins bien la douleur. Une même information de douleur peut être plus ou moins bien supportée selon notre développement et nos relations, c'est-à-dire selon la corticalisation. Alors, ça c'est juste pour l'introduction, de quoi je vais essayer de parler. La douleur est inévitable, elle est même nécessaire. J'ai eu l'occasion de voir un cas d'agénésie des fibres C où la femme n'avait aucune douleur et un jour, en faisant sa cuisine, elle a senti une odeur de beefsteak grillé. La porte du four s'était ouverte, c'était sa jambe qui était en train de griller et elle ne s'en rendait absolument pas compte. Ça veut dire que la douleur est un mécanisme adaptatif qui nous permet d'éviter de nous adapter au milieu, de fuir, de s'adapter ou d'affronter, exactement comme la plupart des êtres vivants. Donc, ça, on a besoin de la douleur pour ne pas être complètement massacré. Le problème, c'est comment va-t-on supporter la douleur? Et ça, c'est un problème de corticalisation, c'est-à-dire de développement du néocortex dans un cadre de pression du milieu et de relation. Alors, on voit que la souffrance est donc modulée par notre développement. On peut, au cours de notre développement, et ça commence dans l'utérus, puisqu'à la commission des 1000 jours, on avait beaucoup de publications, on a demandé conseil à beaucoup de chercheurs qui nous ont expliqué que en fait, l'épigenèse commence dans l'utérus et que déjà dans l'utérus, un bébé peut apprendre, acquérir la souffrance de sa mère. C'est-à-dire que si sa mère est stressée, les substances du stress passent au-dessus d'un certain seuil et d'une certaine durée. Elles passent du sang de la mère, elles franchissent la barrière du placenta, elles arrivent dans le liquide amniotique. Et à Toulon, on a montré il y a une trentaine, une quarantaine d'années, avec Minkowski, quand il venait travailler avec nous, que lorsque la mère est stressée ou lorsque la mère parle, les basses fréquences de sa voix stimulent la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, qui déglutit plusieurs litres de liquide amniotique par jour. Minkowski. Sauf que si la mère est stressée, le bébé déglutit un liquide amniotique bourré de cortisol et de catécholamine, qui sont les vedettes des substances du stress. Or, le cortisol touche particulièrement les cellules du système limbique. Et Richard nous avait montré qu'après un certain temps, les cellules limbiques gonflent. Il y a une inversion du gradient sodium-potassium, une hyperosmolarité, les cellules explosent et les bébés arrivent au monde avec des altérations neurologiques cognitives provoquées par le malheur de la mère. Et je souligne, ce n'est pas la mère, c'est le malheur de la mère. Ça peut être son histoire, son développement, son mari. C'est souvent la précarité sociale ou des conditions d'existence qui créent un stress chronique. Ça veut dire que le bébé arrive au monde ayant acquis une aptitude à souffrir parce que sa mère a souffert. Et que la médiatisation de la souffrance maternelle, quelle que soit la cause, se fait biologiquement et non pas par transmission de pensée, elle se fait par les substances du stress. Mais ça veut dire aussi qu'on peut agir
sur la mère, on peut sécuriser la mère, et quand une mère est sécurisée, elle devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Et Pierre Bustani, tu te rappelles sûrement Gérard, nous avait montré comment les substances, les radicaux CH3, les radicaux méthyl qui bloquaient certaines parties de l'ADN se diluent dès que la mère est sécurisée. On a un exemple de résilience neuronale et contraire de manière totalement contre-intuitive, la résilience neuronale est la plus facile à déclencher puisque dès que la mère est sécurisée, elle devient sécurisante. Donc notre rôle, c'est de sécuriser la mère, le mari ou le deuxième parent, le conjoint, la famille, la culture et nous-mêmes professionnels. Notre rôle, c'est donc de trouver des trucs pour sécuriser la mère et le bébé aura tout ce qu'il faut pour se débrouiller et bien se développer. Donc, contrairement de manière totalement contre-intuitive, cette résilience neuronale est très facile et très rapide à déclencher. On avait montré à l'hôpital Saint-Salvador que un bébé abandonné est très stressé, mais que dès qu'il est sécurisé, l'architecture de son sommeil se remet en place en 1 ou 2 nuits et les hormones de croissance et les hormones sexuelles redeviennent normales pour l'âge. Donc c'est très rapide, alors qu'on parlera tout à l'heure de pression culturelle, mais là, au cours de l'ontogenèse, on a une possibilité d'action en sécurisant la mère. Le bébé a tout ce qu'il faut pour se débrouiller. Mais bien sûr, si on abandonne la mère, la femme enceinte, le bébé aura une niche sensorielle altérée et là, cette dysfonction, bon, facile à récupérer, si elle dure trop longtemps, elle devient anatomique et là, la résilience sera difficile à déclencher. Ça veut dire que très tôt, on peut acquérir des facteurs de protection si notre mère est sécurisée par son mari, par la culture, par etc. On peut acquérir des facteurs de protection, c'est-à-dire qu'au cours de notre développement, on arrive et au bout du 10e mois, on a déjà acquis un attachement sécure. On a gardé l'anglicisme parce que attachement sécure, c'est pas attachement sécurisé. Et on a acquis une confiance en soi. On a 10 mois, on vient de naître. On a acquis une confiance en soi qui déjà nous donne une socialité, un élan vers les autres. Et avec Daniel Stern, on avait montré que un bébé sécure se met lui-même par son élan vers les autres en disposition spatiale d'apprendre à parler. Et qu'on voit que, parce qu'il a, si vous permettez ce délicat jeu de mots, il fait un babil, Daniel Stern répondait par des mots, le bébé attendait la prosodie, la fin de la phrase de Daniel, de Dan, il entendait la musique des mots, il se taisait, la musique des mots, la prosodie annonçait la fin de la phrase, le bébé mettait un babil et il y avait déjà un tour de babil, si vous permettez cette délicate astuce, il y avait un tour de babil avant, bien longtemps avant l'apparition de la parole. Et le bébé acquiert une confiance en soi qui est relationnelle et cette confiance en soi le met en disposition spatiale d'apprendre à parler. Et en effet, les bébés sécurisés accèdent les plus tôt à la parole. Et Guylaine Dehaene nous avait montré à la commission des 1000 jours, avec un travaillant avec la neuroimagerie et la linguistique, un bébé sécurisé entre en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 mots, alors qu'un bébé insécurisé par le malheur de sa mère ou par un malheur environnemental, hein, ça ne manque pas, entre en maternelle à 3 ans avec un stock de 200 mots. C'est-à-dire que cette ontogenèse fait que très tôt, un bébé acquiert des facteurs de protection ou des facteurs de vulnérabilité selon la structure de sa niche sensorielle sur laquelle on a accès. Alors, chez les adultes, en vieillissant, j'ai eu l'occasion de voir à quel point ce processus-là est un processus de mémoire biologique, donc relation, parce qu'il n'y a pas de mémoire s'il n'y a pas de relation. Hein, c'est l'émotion qui avive le cerveau qui fait que le processus de mémoire se déclenche et qu'on peut apprendre. Sans émotion, sans relation, pas de mémoire. Francis Eustache a très joliment développé cette idée. Alors, sur le plan clinique,
On voit que j'ai eu l'occasion de voir, comme beaucoup de gens avec qui on bavarde, j'ai eu l'occasion de voir des membres fantômes. C'est très impressionnant parce que la première fois que je l'ai vu, c'était quelqu'un qui avait un arrachement du plexus brachial et qui souffrait tellement qu'il avait fallu, c'est une dame, il avait fallu l'amputer très haut. Et stupeur, elle n'avait plus de bras gauche, je crois, c'était gauche, et elle continuait à en souffrir et tout le monde interprétait ça avec les théories à la mode. Elle est hystérique, c'est une névrose de rente. La neuroimagerie montre aujourd'hui que c'est un processus de mémoire biologique. Le membre a été amputé, il n'est plus dans le réel, mais pendant des années, il avait envoyé des impulsions de douleur et qui étaient circuitées jusqu'au noyau ventro-postéro-latéral du thalamus, qui arrivaient directement à la partie antérieure de l'aire singulaire antérieure, zone qui traite particulièrement les informations de la douleur. Donc, elle n'avait plus de membres dans la réalité, mais dans sa mémoire, il y avait encore les circuits qui stimulaient le noyau du thalamus jusqu'à l'aire cérébrale antérieure qui déclenchait une vraie sensation de douleur. Donc, ce n'était pas une hystérique, ce n'était pas une névrose de rente, c'était une dame qui continuait à souffrir du membre qu'elle n'avait plus, parce que c'est un processus de mémoire. Et Ramachandran, qui est un neurologue indien, a eu une idée tout simplement géniale de modification de la mémoire. Alors lui, il a modifié la mémoire en mettant le malade amputé face au miroir, mais nous, on peut modifier la mémoire par la parole, par la psychothérapie, par l'élaboration. Je vais en reprendre ça tout à l'heure. Ramachandran, donc, prend quelqu'un, mettons qu'il ait la main gauche amputée. La main gauche, et il les met face au miroir et il dit, monsieur, voulez-vous faire des signes avec votre main droite? Faites les signes tels que je les fais et répétez-les. Et face au miroir, dans la réalité, c'est le bras gauche qui est amputé, mais face au miroir, on voit que il bouge son bras droit qui n'est pas amputé, mais dans le miroir, il voit que c'est son bras gauche qui bouge. Donc, il ajoute, en faisant des exercices, il ajoute une mémoire, la mémoire des gestes quasi linguistiques ou illustratifs qu'il faut apprendre, et il ajoute une autre forme de mémoire, et il paraît, là je n'ai pas l'expérience, mais Ramachandran dit que en moyenne, au bout de 3 semaines, sans médicaments, la mémoire modifiée fait supprimer la douleur du membre fantôme. Alors, quand j'étais praticien, j'ai souvent eu, comme beaucoup de gens avec qui on parle, j'ai souvent eu à entendre des hallucinations de deuil. C'est très fréquent. Mais les gens, non, les femmes, parce qu'elles vivent aujourd'hui plus longtemps que les hommes, les femmes sont souvent des veuves, et très souvent, elles me disaient, j'entends mon mari respirer, j'entends mon mari rentrer du travail toujours à la même heure, et pourtant, je sais qu'il est mort. Mais je n'ose pas en parler parce que j'ai peur qu'on me prenne pour une folle. Ce n'était pas du tout une folle, au contraire, c'était une femme qui, ayant vécu 20, 30 ou 40 ans, parce que je fais partie de la génération où les couples vivaient 20, 30 ou 40 ans. Maintenant, l'espérance de vie du couple, c'est plutôt un CDD, mais il y a quelques CD, ça durait 20, 30 ou 40 ans. Elle avait dans sa mémoire le souffle de son mari quand il dormait ou la clé dans la serrure quand il rentrait à la même heure. C'était inscrit dans sa mémoire et ça finissait par disparaître sans médicaments en la sécurisant par des mots, par un travail de la représentation. Qu'est-ce que vous faisiez avec votre mari? À quelle heure il rentrait? Et on ajoute la source verbale de la mémoire à la source sensorielle quand elle entendait son mari respirer ou rentrer du travail. On a donc une possibilité d'agir sur cette mémoire neurologique, biologique, par la parole, par la relation. Le principe étant, un, de sécuriser, deux, de modifier la mémoire, pour nous, praticiens, par la parole, par les relations, par les médicaments, quand on ne peut pas faire autrement, parce que les gens souffrent et qu'on ne peut pas les laisser souffrir, mais on peut arriver au même résultat par un processus relationnel qui modifie la mémoire.
Alors, pendant maintenant, je suis parti donc de l'ontogenèse, l'épigenèse, puis les animaux, les êtres vivants. Mais nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On souffre une première fois des voies de la douleur et du coup qu'on reçoit dans le réel, et on souffre une deuxième fois de la représentation du coup qu'on a reçu dans le réel. Et alors là, bien sûr, on se retrouve en plein explication, tentative d'explication du syndrome psychotraumatique, où on voit que les gens, la mémoire est figée, elle évolue pas. C'est la même image d'horreur, c'est la même angoisse. Pourquoi il m'a dit ça? C'est les mêmes mots, c'est les mêmes sensations. J'y pense tout le temps. Tout ce que je perçois dans la journée, je révise la mémoire, j'y pense tellement que ça me revient la nuit sous forme de cauchemar. Je ne fais que réviser une mémoire immobile, le contraire de ce que je vous propose. C'est-à-dire que on sait maintenant qu'une mémoire saine est une mémoire évolutive, donc changeante, ce qui explique les erreurs de mémoire fréquentes et sincères qui ne sont pas des mensonges et qui pourtant sont des erreurs de mémoire, hein, ça on en fait tous, mais ça ne veut pas dire qu'on ment, on est sincère. La mémoire saine est évolutive, alors que la mémoire pathologique du syndrome psychotraumatique, elle est figée dans l'horreur. Et on peut la modifier, peut-être par l'analogue du miroir, par l'analogue de l'élaboration et surtout de la relation qui peut être sécurisante. Or, on voit que certains thérapeutes sont sécurisants. Leur manière de parler, leur technique d'approche, leurs vêtements. Il y a des gros pères sécurisants et il y a des psychothérapeutes angoissants. Et je pense à un travail que Delannoy à Genève avait fait. Et Delannoy avec les enfants autistes, Delannoy avait montré que les enfants autistes avaient bien plus de syndrome autistique avec un psychothérapeute rigide qui voulait appliquer un programme rigide et qu'un psychothérapeute décontracté et souple était beaucoup plus sécurisant pour l'enfant et que l'enfant autiste avait moins de cris, moins de balancement, moins de auto-agression en présence d'un psychothérapeute souple, adapté, et alors qu'il en avait plus en présence d'un psychothérapeute rigide. Alors ça, on en discutera sûrement tout à l'heure, mais donc ça veut dire on acquiert dans cette mémoire une représentation de soi qui se trace dans les neurones. Et c'est ce qui explique ce qu'on appelle dans les théories de l'attachement le modèle interne opératoire. Un enfant qui est battu tous les jours, qui est insulté tous les jours, finit par inscrire ça dans sa mémoire et il se représente lui-même en pensant ou en sentant, en presque pensant, je suis celui, celle qu'on bat tous les jours. Et l'exemple, Roland Coutenceau s'étonne dans ses travaux, par exemple, quand une femme est agressée sexuellement ou violée, il y a très souvent, dit-il, une revictimisation dans les mois qui suivent. C'est parce que dans sa mémoire, elle est humiliée, elle est battue, et elle se représente elle-même comme je ne suis qu'une femme et elle est facilement revictimisée. Donc on peut agir là-dessus, non seulement bien sûr en augmentant les facteurs de protection, mais quand le malheur, l'agression est arrivée, on peut agir en la décontractant, la sécurisant ou en modifiant ses rapports de mémoire. Et la culture joue un très grand rôle dans, dans la mémoire. Euh, euh, Par exemple, on a vécu en Occident dans une culture chrétienne qui valorisait la souffrance, indolore paries. Et quand j'étais gamin, je me rappelle très bien que les femmes étaient préparées à l'accouchement douloureux. On les entraînait, ça va être affreux, oh là, j'ai souffert, moi ça a duré 48 heures. Et il y avait une sorte d'emballement verbal pour mettre dans la mémoire, qu'est-ce que tu vas souffrir, ma pauvre fille. Et puis arrive un homme, Lamaze, qui est communiste, donc il va dans les pays en Union soviétique et il voit une femme accoucher en souriant. Comme il est communiste, il en conclut aussitôt que c'est une victoire du marxisme-léninisme. Et quand il rentre à Paris, il développe un accouchement qu'il appelle sans douleur. Bien sûr,
les gens de droite, puisqu'il est communiste, disent que c'est impossible, puisqu'il est écrit indolore pariès. Lamaze a 3 procès qu'il perd, mais par bonheur, la clinique des Bleuets, la CGT, ouvre un centre pour travailler l'accouchement dit sans douleur. Il y a un énorme progrès, mais bien sûr, c'est pas l'accouchement. C'est parfois l'accouchement étonnamment peu douloureux, mais c'est quand même une épreuve. Mais les femmes aujourd'hui contrôlent la souffrance. Elles supportent mieux parce qu'elles contrôlent la souffrance. Donc, grâce à Lamaze, qui a perdu ses 3 procès, de même que Semmelweis a été battu à mort par les infirmiers parce qu'il avait inventé la prophylaxie de l'accouchement, Lamaze a perdu ses 3 procès parce qu'il avait inventé l'accouchement dit sans douleur. Et ça veut dire que la culture, la manière de parler, s'ajoute aussi dans la mémoire, mais c'est plus une parole interindividuelle dans l'intimité d'une psychothérapie, c'est les récits qu'on entend autour de soi. Ma pauvre femme, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu vas souffrir? Ou au contraire, toutes ces banalités, tous ces stéréotypes qui disent, mais non, on peut maîtriser une grande partie de la douleur. Donc ça veut dire qu'on peut agir sur le développement de l'enfant, pour lutter contre l'acquisition des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire agir sur l'environnement de l'enfant, la mère bien sûr, mais très tôt le père, la grand-mère, le deuxième parent, et on peut agir aussi sur la culture et sur les récits d'alentour. Donc voilà, c'est les quelques idées que je voulais proposer. La douleur est un mécanisme adaptatif, nécessaire, inévitable, qui nous permet de limiter la casse. Sans douleur, on serait détruit très rapidement, comme dans l'exemple de la génésie des fibres C. Enfin, j'en ai vu qu'un seul cas. Hein, mais Danziger, que Gérard m'avait recommandé, lui a fait une collection de plusieurs cas qui arrivent à la même conclusion très impressionnante. Mais la souffrance, elle est très corticalisée, c'est-à-dire qu'elle dépend beaucoup de notre histoire, de notre développement, de nos relations et de la culture. Et là, on a la possibilité d'agir sur tous ces points de façon à pouvoir augmenter la manière de supporter la douleur et parfois même de la supprimer, à condition de changer de raisonnement et de s'entraîner au raisonnement écosystémique. Si vous ne me croyez pas, j'habite au bord de la mer, il y a une corniche, et je vois très régulièrement des femmes faire leur jogging. Elles sont rouges, elles sont défigurées de souffrance, elles manquent de souffle, elles ont mal aux muscles. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent chez elles, elles prennent une douche et le lendemain, elles recommencent. Parce qu'elles ont surmonté la douleur des articulations, des muscles en anoxie et elles se sentent mieux après. Donc voilà, j'espère que maintenant, pendant la petite discussion, on se sentira mieux après. Merci de m'avoir écouté.